Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro du 18h de Télé Nantes en ce mardi 23 juin 2015. Alors au menu ce soir, on vous emmène en balade dans le Saint-Nazaire des années 50. On vous emmène également en balade en Égypte, carrément, sur les traces du pyramidion de Khéops, en compagnie de l'auteur de polar nantais Samuel Delage. Et on vous emmène au parc du Grand Blotreau à Nantes, en compagnie cette fois de Romaric Perrochot, à la découverte d'une plante aux vertus formidables, vous allez le voir, ça s'appelle l'agave. Voilà le programme de notre émission qui démarre tout de suite. En ce moment, Saint-Nazaire regarde dans le rétro et propose dans son écomusée une exposition intitulée Années 50, années confort, les affiches publicitaires de Georges Morin, une image du bonheur retrouvé, point d'interrogation. C'est un long titre pour rendre hommage à Georges Morin, justement, un célèbre graphiste nantais, auteur de nombreuses affiches comme celle-ci, célébrant le frigidaire dans les années 50, évidemment. Et cette exposition de l'écomusée de Saint-Nazaire s'est prolongée hors les murs avec une balade urbaine dans les rues de Saint-Nazaire, organisée toujours par Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, pour découvrir justement l'architecture marquante de ces années-là, des années 50, à l'époque de la reconstruction, puisque vous le savez, Saint-Nazaire a été détruite à 85% pendant la Seconde Guerre mondiale, et à l'issue de cette guerre, il fallait tout refaire. Et c'est précisément l'architecte Noël Lemaresquier qui s'est chargé de cette reconstruction. Il a repensé la forme de la ville en prenant en compte la circulation automobile, la répartition des écoles, des églises, des administrations, l'orientation des logements et l'insertion des commerces. La visite a duré 2h15 entre la gare SNCF et l'hôtel de ville pour voir Saint-Nazaire autrement, avec toute la passion d'Emmanuel Marie, votre guide pour cette visite. Balade urbaine dans le Saint-Nazaire des années 50, c'est un reportage de Jean-Michel Naga. Durant ce parcours, je vais essayer de vous faire découvrir le process, l'histoire de la reconstruction de la ville de Saint-Nazaire. Donc on va parcourir l'axe central, puisque entre la gare et l'hôtel de ville, on a vraiment l'axe central de la reconstruction. C'est une histoire impressionnante pour moi, c'est une véritable saga. C'est comment en 12 ans on reconstruit une ville pour plus de 40 000 habitants en ayant en tête tous les besoins des habitants. Le logement, l'alimentation, l'eau, les écoles, l'éducation, les transports. Je trouve que c'est une œuvre parfois mal comprise, parfois jugée aujourd'hui sévèrement, alors que je trouve que c'est une œuvre exceptionnelle qui a été faite par les architectes et les urbanistes. On descend dans cette maison d'avant-guerre. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous sommes sur des plateformes artificielles de la reconstruction. Parce que pour construire le centre-ville, on a nivelé le territoire, notamment avec les déblais des ruines. Nous en avons eu une conséquence heureuse au moment de Xynthia. Alors, à part les quartiers anciens de Méandre, parce qu'ils sont restés au niveau d'avant-guerre, Saint-Nazaire est une des rares villes de l'Atlantique où il n'y a eu aucun dégât. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de la ville, est de toute façon, depuis les années 50, a été reconstruite de manière à ne pas être touchée par des phénomènes de submersion. On a ici un immeuble qu'on peut regarder sur ce plan-là qui fait partie de vraiment, là il est extraordinairement typique. On le voit ici par le dessin des balcons, comment les balcons soulignent les étages, comment ils débordent. On a aussi la qualité malgré tout des matériaux en grès des Vosges avec cette belle pierre et cette pierre auquel on a donné un dessin, comme vous le voyez, puisque ça crée un rythme sur la façade. Ce qui est étonnant quand on arrive à Saint-Nazaire, c'est de voir que justement c'est toutes les maisons, tous les immeubles, tout à peu près à la même hauteur, et on voit que c'est une réflexion de l'architecte en chef qui disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait plus de 3 étages. Donc effectivement, tous les immeubles ont 3 étages, et la raison, on nous l'a expliqué tout à l'heure, c'est pour que finalement la ville soit aussi aérée, qu'il y ait le soleil dans toutes les rues, et que tout soit organisé pour finalement le bonheur des gens. Et puis, alors on trouve ici l'arrière de l'avenue de la République, en très mauvais état aujourd'hui, et les rangées de parking et de garage, parce qu'on veut, c'est un grand mythe, c'est le grand mythe qui commence, on est au début des 30 Glorieuses malgré certaines difficultés économiques, mais on souhaite que chaque famille à terme ait sa voiture. Le centre, il était vers là où il y a le théâtre.
Et ici, c'était vraiment les faubourgs, comme la banlieue parisienne. Pareil, je dirais que c'est la banlieue ici de Saint-Nazaire. Il y a une mise en scène de Saint-Nazaire qui est très forte. Le Maresquier voulait qu'il n'y ait rien avant le pont de la Matte. Il y avait les marais. Et d'un seul coup, la ville, on surgissait dans la ville, on parcourait l'avenue de la République jusqu'à l'hôtel de ville. C'était ça sa mise en scène qui aujourd'hui a été brouillée par la construction du paquebot à Saint-Nazaire et puis par le fait que l'entrée de ville soit devenue, comme partout, de la zone commerciale, etc. C'est beaucoup une ville qui a été reconstruite par des petites entreprises, donc avec un vrai souci des matériaux et de la qualité d'exécution. Et effectivement, cette ville est assez dégradée aujourd'hui, voire fait l'objet de rénovations qui se font sans aucune connaissance de l'architecture et du patrimoine des années 50. Et on est en train quand même un peu de la perdre. Voilà, et pour le moment, pas d'autres visites prévues parce que j'imagine que vous avez vous aussi envie de faire cette balade urbaine pour découvrir Saint-Nazaire, le Saint-Nazaire des années 50. C'est pas prévu dans l'immédiat, peut-être à l'automne, mais peut-être que si vous vous faites insistant auprès de Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, il y en aura d'autres d'organisés. Sinon, vous pouvez toujours voir jusqu'au 20 septembre l'exposition autour de Georges Morin et du confort moderne justement des années 50 avec des ateliers en famille qui sont organisés chaque mercredi de juin à 15h et à 16h30. C'est à l'écomusée de Saint-Nazaire pour réaliser vos propres affiches sur le modèle de Georges Morin justement. Et puis soyez attentifs aussi puisque la ville de Saint-Nazaire cette année a décidé de mettre le paquet sur les années 50. Donc en termes d'événements et de rendez-vous, il y en aura beaucoup. Toutes les infos sur le site internet qui s'affiche Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine. Et tout de suite, nous allons feuilleter un polar avec Samuel Delage. C'est déjà l'été, donc bientôt les vacances, et donc bientôt la plage, et donc bientôt le temps de lire enfin un bouquin, et le temps de s'acheter un petit polar. Et c'est comme les fruits et légumes, ce soir on décide de vous conseiller d'acheter local, voilà, d'acheter un auteur local, Samuel Delage. Bonsoir. Bonsoir. Auteur de polar nantais qui vient de faire paraître cet ouvrage qui est là, Cabale Pyramidion, c'est paru là en juin 2015 aux éditions Albin Michel, après Code Salamandre et Arrêt Wagram, c'est une trilogie, enfin pour le moment. Ça raconte quoi? Cabale Pyramidion, je vais le dire en quelques mots. C'est Marion Evans, une chercheuse qui est accusée du vol d'une statuette au musée égyptien du Caire. Et son ami expert en art, Yvan Sauvage, décide de débarquer de Paris pour lui venir en aide, lui prêter main forte, l'attirer de ce mauvais pas. Alors évidemment, c'est un polar, c'est un roman à suspense, un page-turner comme on dit en très bon français. Voilà, c'est assez captivant, on a envie de connaître la suite. Comment se fait-il que vous ayez eu envie, pour ce numéro-là, ce troisième numéro des aventures de Marion Evans et de Yvan Sauvage, d'aller en Égypte? Alors moi, l'idée de l'Égypte, c'était un sujet fascinant que je souhaitais traiter et puis travailler dans un de mes romans. Et puis, en fait, je collecte les informations au fur et à mesure que je fais mes recherches, que je m'intéresse à certains sujets. Et puis, pour celui-ci, je voulais quand même, on va dire, travailler déjà longtemps en avance ce travail-là, puisque effectivement, il y a une somme de recherche qui est faramineuse pour documenter ce roman. Et ça m'a demandé plus de temps que prévu. Donc, voilà, il est sorti en troisième. Et cette idée, je l'ai eue bien en amont, même de certains de mes autres livres. Parce que dans les autres livres, Arrêt Wagram, vous alliez à New York, enfin les héros allaient à New York en tout cas, beaucoup. Code Salamandre, on est dans l'univers de François Ier, plutôt les châteaux de la Loire. Voilà. Donc en tout cas, on sent un penchant pour tout ce qui est historique, histoire de l'art. Alors moi, je suis complètement fondu d'histoire et puis de tout ce qui peut toucher à l'art sous toutes ses formes. Donc effectivement, les châteaux de la Loire, c'était évidemment un mystère extraordinaire. Puis moi, je suis saumurois d'origine, donc c'était un petit peu mon fief. Nantais, mais saumurois d'origine. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai suivi la Loire jusqu'à Nantes. Et puis bon, l'Égypte, ça regorge de telle quantité de trésors que je voulais absolument vivre une aventure un petit peu particulière avec mes personnages, les emmener dans ces lieux-là, et puis surtout travailler d'une manière originale un sujet qui est déjà présent dans beaucoup de livres, et puis l'amener. C'est vrai que ça inspire beaucoup l'Égypte, de façon générale, voilà, ça inspire beaucoup les auteurs. Il y a encore beaucoup de secrets à percer. Aussi. Complètement. Je crois qu'on n'aura jamais fini d'être. Vous n'aurez jamais fait le tour. Alors là, l'enquête, elle se passe autour de ce pyramidion de Khéops. C'est quoi cette histoire autour de cet objet-là, du pyramidion?
Alors un Voilà, pyramidion, justement, c'est vraiment le cône sommital donc d'une pyramide ou d'un obélisque. Et c'est une pièce assez mystérieuse, assez particulière, puisqu'elle elle est pleine de sens. Il y a énormément de connotations autour de cet élément-là. Et puis donc le pyramidon de Khéops n'a jamais été retrouvé à l'heure actuelle. Donc l'intérêt, c'était de creuser, de voir ce qui pouvait être, ce qui peut lui arriver, ce qui a pu lui arriver, et les éléments historiques qu'on peut rechercher, et fouiller, et trouver pour finalement le dévoiler. Et puis à travers ce roman, alors je ne sais pas, c'est peut-être une question qui va venir un petit peu après. On va voir mais si vous me devancez. Voilà, on va voir tout à fait. Donc l'idée, c'était de développer sur 3 axes dans ce roman-là. À la fois une partie, on va dire, polar, donc quelque chose qui va dépeindre en fait la fresque qu'est le Caire actuellement, sous toutes ses formes, depuis la Révolution 2011, la liberté qui est arrivée chez eux. Oui, c'est très ancré dans le présent, hein, et puis avec voilà, le contexte c'est vraiment géopolitique. un roman contemporain. Et l'idée, c'était, voilà, on trouve à la fois le Caire actuel, sous toutes ses formes, aussi tout ce qui va être magnifique, les paysages, les découvertes, et puis aussi les côtés plus obscurs de ce milieu-là. Et puis le gouvernement actuel, les mouvements qui s'y passent. Et en même temps, partir sur le côté thriller avec du suspense qui démarre dès la première ligne. J'aime bien donner de l'adrénaline tout de suite à mes lecteurs et puis à mes personnages. Et puis le côté roman d'aventure avec cette histoire autour du pyramidion de Khéops. Oui, vous n'avez pas voulu choisir un genre en particulier, finalement vous allez sur plusieurs pistes. C'est une association de genres qui va donner un style un petit peu particulier à ce livre. Et mes lecteurs, je me base aussi sur l'univers de mes personnages que j'ai créés et en même temps les ressentis des lecteurs, ce qu'ils apprécient dans mes bouquins. Et puis il y a aussi le petit côté égoïste, je me fais hyper plaisir en écrivant mes livres. Tant qu'à faire. Moi je suis, dès que je pars avec mes personnages, je suis câblé, je vis cette histoire vraiment. Donc pour moi c'est capital. Donc, voilà. Plaisir d'écrire, joie de lire, quoi. Normalement ça devrait aller ensemble. Hein. En tout cas, vous avez ce duo aussi de personnages récurrents, Yvan Sauvage et Marion Evans, je le disais, qui ont une relation amicalo-amoureuse, aussi très intellectuelle, puisqu'ils ont une commune passion justement pour l'histoire de l'art. Comment vous les décrivez, ce duo-là, et comment il est né? Alors c'est un petit peu un conte moderne finalement, leur relation. Elle évolue donc de livre en livre. Au début, c'était une rencontre, finalement, ils ont un écart d'âge assez important, puisqu'il y a une petite quinzaine d'années quand même. C'est l'élève et le maître aussi. Voilà, il y avait un petit peu ce côté-là. Yvan Sauvage, qui est expert en art et commissaire-priseur, dispense des cours à la Sorbonne, rencontre cette Marion qui est pleine d'envie, pleine de projets et pleine de souhaits, puis assez brillante. Donc voilà, leur connivence les a rapprochés. Et finalement, plus que ça, ils ont des liens plus qu'amicaux, des liens intimes. Et puis en même temps, tous les deux sont un peu des écorchés de la vie. L'une pour certaines raisons, lui pour d'autres raisons. Que nous ne dévoilerons pas parce qu'il faut lire les livres, hein, tant qu'à faire. Voilà, pas nécessairement tout dire tout de suite, évidemment. Mais c'est vrai que l'un et l'autre vont finalement se retrouver, se rapprocher par certains moments, s'écarter à d'autres. Hein. Et puis leur tourbillon vie, de la vie, voilà, le tourbillon de la vie. Et je crois que, moi, je m'inspire aussi des gens autour de moi, des gens du quotidien, des situations qu'on rencontre. Et finalement, ça brosse un portrait, je dirais, le plus vivant et le plus authentique de mes personnages. Alors, en tout cas, pour ce livre-là, Cabal Pyramidion, vous êtes publié chez Albin Michel. C'est un petit peu la consécration, puisque auparavant, vous avez été édité par Belfond ou Nouveaux Auteurs sur les précédents ouvrages. Et vous dites au sujet d'Albin Michel, « J'osais à peine caresser seulement l'espoir d'entrevoir quelque chose de possible avec eux quand j'ai commencé à écrire. » C'est dire, le doute. Voilà, ouais. Le doute qui vous habitait. Et on voit dans le petit marque-page qui est donné avec le livre que vous êtes aux côtés de Stephen King, de Maxime Chatham, de Patrick Bowen. C'est quand même pas mal, hein. Disons qu'aujourd'hui, c'est assez, c'est très flatteur de me retrouver dans cette position-là. Le travail avec un éditeur est primordial. Au début, quand on commence à écrire, enfin en tout cas, on ne se rend pas forcément compte de ça. Et puis les places sont quand même assez chères, donc il faut qu'il y ait cette confiance qui s'établisse finalement entre l'éditeur et l'auteur. Et puis, c'est un véritable travail d'exigence, sans cesse retravailler, reprendre son texte. Et c'est un travail d'humilité, puisque dès qu'on reprend sa plume pour écrire un nouveau livre, on remet tous les compteurs à zéro, hormis l'expérience qu'on peut avoir des précédents. Mais quelque part, on repart de zéro. Donc, mais Albin Michel vous a fait confiance aussi à cause des précédents ouvrages et des récompenses qu'il avait pu avoir. Vous avez eu des prix aussi. J'ai reçu quelques prix et distinctions littéraires des blogueurs. J'espère qu'on aura un petit peu le temps d'en parler. C'est très important, les blogueurs. Et du coup, c'est vrai que cette confiance est née de par un lectorat, de par d'autres éditeurs, également de libraires qui m'ont beaucoup soutenu. Aujourd'hui, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que les libraires sont des gens qui sont
essentiels et ils sont pas forcément la vie la plus facile aujourd'hui. Et pourtant, c'est grâce à eux qu'on peut découvrir des livres. Moi, je suis un jeune auteur. C'est grâce à des libraires aussi que mes livres peuvent être un peu plus connus parce qu'ils sont conseillés. Et donc voilà. Donc ça, c'est grâce à des blogueurs, alors aussi parce que vous mentionnez le rôle des blogueurs, ce qui crée aussi une communauté autour du polar. On sait que c'est un genre très prisé, mais aussi où il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de rivalités. On se fait une place un petit peu aussi grâce au blog. Les blogueurs, c'est fabuleux. Moi, j'ai un plaisir immense à écrire mes livres, à faire mes recherches avec les spécialistes, des médecins légistes, des égyptologues, vraiment des historiens. Et les blogueurs, c'est encore une famille, une nouvelle famille qu'on va retrouver sur des salons, comme il a pu y avoir à Saint-Maur-en-Poche très récemment, organisé par un libraire, la Griffe Noire. Donc c'est vraiment une... En région parisienne, oui. Voilà, exactement, des connexions dans tous les sens. Et puis il y a ces échanges, on se retrouve sur les salons et ils nous font grandir, même en tant qu'auteur. Enfin, les conseils que j'ai pu recevoir de blogueurs ou de libraires par rapport à tu devrais lire ça, ce sera une bonne influence pour toi, etc. Et puis il y a ce côté de confiance. Certains blogueurs, sur Zone Livre notamment, qui m'ont invité à participer, à faire quelques chroniques pour eux, reçoivent mon manuscrit imprimé de mon imprimante chez moi et puis commencent à le lire avant en primeur, on va dire. Voilà. Et ils ont des retours très intéressants et puis voilà, donc ça crée ces liens hyper forts et hyper important pour les auteurs en tout cas. Voilà, alors là vous vous dites Samuel Delage, il prend beaucoup de temps pour écrire ses livres, il se documente beaucoup, il a des relations avec les libraires, avec les blogueurs, et pourtant il travaille. Vous travaillez encore, vous êtes encore ingénieur. Voilà, donc effectivement, j'ai une activité principale. En fait, il faut bien être conscient de ça. 99% des auteurs ont une activité principale à côté. Rares sont ceux qui ont la chance de pouvoir exercer cette activité. Voilà, peut-être que ce sera le cas pour moi, j'en sais rien, je l'espère. Ça me plairait effectivement pour aller plus loin dans mes travaux, mais voilà, je conserve une activité pour l'instant à part entière dans une société GFI, une société informatique. Et j'aime mon boulot en plus. Voilà, donc je suis ravi d'avoir ces deux activités. C'est important aussi d'avoir un univers professionnel à côté. C'est d'autres ouvertures, des gens, des personnages de romans peut-être. Pourquoi pas. Voilà, donc, il y a des personnages à clé, on peut reconnaître certains de vos collègues, non? C'est bourré de clins d'œil. Ouais. Tous mes bouquins, comme la plupart des bouquins de mes camarades, c'est naturel. C'est-à-dire qu'on fait forcément des petits clins d'œil ici ou là à des blogueurs, à des libraires, à des gens dans notre boulot. Et ils sauront peut-être se reconnaître. Et puis, voilà. N'hésitez pas à parler d'une journaliste locale, éventuellement dans le prochain, Pourquoi si vous voulez, un petit clin d'œil. Une journaliste, complètement. Vous disiez aussi, vous parlez de vos collègues. Est-ce que vous êtes aussi un lecteur de polar? Est-ce que quand on écrit du polar, on se nourrit aussi de la matière des autres? Je crois que j'ai jamais eu autant faim de lire que depuis que j'écris, c'est simple. Et alors là, par contre, c'est là où c'est délicat, c'est-à-dire que le temps d'écrire, le temps de faire des bouquins, c'est un peu moins de temps pour lire. Donc c'est une de mes plus grandes frustrations, de me dire j'ai une palle qui n'en finit pas d'augmenter. Il y a plein de films, de séries, de documentaires que j'aimerais voir également. Mais mine de rien, je prends quand même le temps de lire. J'utilise tous les moyens possibles, les transports en commun. J'écoute aussi beaucoup de livres audio quand je fais des footings. Je fais 10 à 20 km par semaine. Avec des livres audio, voilà, j'écoute. Ça peut être une bonne solution. Mais c'est excellent. Et il y a des livres que j'ai lus en papier que j'écoute en audio parce que ce sont des comédiens qui interprètent les bouquins. Quels auteurs parmi vos préférés, vos lectures de chevet? Je suis un grand fan de Stephen King, par exemple. Donc il y a beaucoup d'auteurs étrangers sur du suspense qui ont écrit déjà depuis pas mal d'années. Et puis aussi des classiques, des gens qui vont véhiculer beaucoup de philosophie dans leurs bouquins, beaucoup de valeurs qui sont intemporelles. Donc il y a du Steinbeck, il va y avoir du Hemingway. Ce sont des gens qui sont quand même... Plutôt outre-Atlantique quand même. Voilà, mes collègues français, j'aime beaucoup les Maxime Chatham, j'aime beaucoup les Franck Tillier, j'aime beaucoup les Michel Bussy. Ce sont pour les grands noms, mais je lis aussi d'autres auteurs qui sont moins connus, des Nantais comme Sylvain Forge, qui méritent tout à fait d'être encore plus connus, des Jacques Sausset, des Claire Favant, qui sont passés par des maisons d'édition comme les Nouveaux Auteurs, par lesquels je suis arrivé également. Quoi. Alors, il nous reste une petite minute juste pour dire alors que c'est une trilogie. Ça passe vite, seulement oui, ça passe vite. C'est une trilogie pour le moment, mais il y a plus de... Finalement, ce sera un peu plus qu'une trilogie et vous en avez d'autres manuscrits sous le coude. Et aussi, il y a le projet d'une adaptation en série télé. Alors, j'ai un problème avec mes personnages, je ne peux pas les lâcher comme ça. Donc pour le moment, il n'est pas question que je m'en sépare. Donc j'écris encore avec Yvan Sauvage et puis Marion Evans.
Donc il y a d'autres livres à venir, plusieurs d'ailleurs. Et puis après, évidemment, j'ai toujours été très intéressé parce que ma manière d'écrire, elle est relativement simple. J'ai toutes ces images en tête à profusion. Voilà, si on pouvait me brancher, on sortirait le film directement. Ça n'existe pas encore, a priori. Cette technologie-là n'est pas encore inventée ni par les grandes marques Apple et compagnie, ou ni Google. Donc pour le moment, voilà, on passe par les livres, par exemple. C'est un bon moyen. Mais c'est sûr que ça m'intéresse et je prépare, je travaille sur des scénarios de séries télé. On verra ce que ça donne. Donc bien sûr, Samuel Delage. Et en attendant, on vous recommande Cabal Pyramidion. C'est 19,50 € en librairie. Si vous aimez le suspense, l'archéologie, sur une toile de fond géopolitique et aussi un peu d'histoire d'amour, c'est pour vous. Merci beaucoup Samuel Merci Delage. beaucoup. Vous restez avec nous. Vous avez peut-être trouvé l'inspiration avec notre chroniqueur Romaric qui nous parle de la gave. Romaric, c'est notre expert en botanique. Il vient nous voir à peu près tous les 15 jours pour nous parler de plantes. Et aujourd'hui, il nous parle d'agave. Et aujourd'hui, mentionnons-le quand même, c'est une chronique émouvante, une chronique larme à l'œil, puisque c'est la dernière de la saison. Nous, il nous reste encore 2 semaines, mais vous serez déjà en vacances. Non, je travaillerai, je Vous m'excuse, à travaillerez, Paris, à la capitale. en dehors de Nantes. Voilà. Donc, vous nous avez ramené Une de agave. l'agave, une agave. Voilà, c'est ça. Je te vois lorgner, mais ce sera Non, pas non, je ne lorgne pas du deuxième tout. partie, si, Pas si, du si. tout, pas du tout. Je Donc, on vois. va aller en Amérique centrale, en fait, avec vous. On était en Égypte, pam, pam, on voyage. Voilà, c'est ça. Du coup, les agaves, bon, ils en envoient cultiver dans les jardins un petit peu. Pour les reconnaître, c'est facile, c'est une plante grasse, voilà. Ultra piquante, hein, hyper dangereuse au niveau des yeux. Si on se pique là, ça fait super mal. Si on se pique avec les yeux. Si on se pique, ouais, parce que des fois, quand elles sont grandes, elles font 1,50 m oui, de haut d'accord. quand tu les vois. Du coup, les gens, ils se baissent. Et ça, je pense, c'est ultra pointu, c'est hyper D'accord. dangereux. Donc, Et- oui. Ouais, c'est ça. Et du On coup, ça s'approche pousse, pas trop. voilà. Elle résiste pas trop au gel. Enfin, faut pas que le sol soit humide en hiver. Donc souvent, les gens, elles sont couvertes parce qu'il y a un balcon au-dessus, genre, et des fois, on les voit voilà, qui émergent. Et entre les aloés et les agaves, elles se ressemblent. Alors, petit moyen mnémotechnique qui vaut ce qu'il vaut, c'est que sur la feuille, alors, du coup, je peux la mettre dans quel sens? C'est une caméra, par exemple, par là. Tu vois, si tu dis les agaves, ça se gave les dents. Tu vois, sur les feuilles, tu vois les marques des dents. Tu vois, comme si elle s'était fait manger un petit peu. Et l'aloe, ça se Et louait. l'aloe, Et ça donc, fait. Ah non, ben, l'aloe, il n'y a rien. Tu te rappelles de rien, il n'y a rien. Voilà. c'est Mais là, juste par opposition. tu remarques la forme des feuilles, là, tu vois Ouais. que on voit très très bien les feuilles d'avant. Ah oui, ça fait Tu comme vois une morsure. Tu vois, morsure, Ok, bon, on va essayer de les s'en dents de la rappeler. mer se gaver, tu vois. Ouais, les dents de la mer se gavaient. Non, mais j'essaye de agave, mettre pour ok. que tu t'en rappelles, Annie, Ok. d'une fois sur l'autre. tu vois, L'aloe aurait pu être black, ça aurait été pratique, mais Ouais. c'est pas grave, aloe black, c'est pas grave. Allez, Ouais. on continue. Et c'est une plante d'Amérique quand Et même. voilà, c'est une plante américaine et du coup, souvent on l'appelle agave americana, quoi, l'agave d'Amérique. On s'est dit, vu qu'elles se ressemblent toutes, elles sont toutes pareilles en Amérique. Et du coup, j'en parlais parce qu'il y en a une en fleurs en ce moment, enfin en début de floraison au Grand Blotreau, n'est-ce pas? Il me semble que tu y allais tellement tôt qu'elle n'était pas encore très très Voilà, fleurie. on a fait les On peut images peut-être la voir vendredi. en off, voilà. Tout à fait, nous sommes donc là au Grand Blotreau, Voilà, totale au- immersion. Et on le voit là au loin, l'agave, on va se rapprocher, on Voilà, vous au rassure. cerf d'agronomie tropicale. Bam. Tu franchis la porte et cette fleur qui dépasse au-dessus des arbres, donc c'est une fleur qui va faire 8 mètres de haut. Enfin, la hampe florale va faire 8 mètres de haut. Tu as pris pas mal d'autres images qui ne sont pas vraiment Bah oui, non, mais l'agave c'est la fleur. pour me perturber. Mais bien sûr, On aurait pu Regarde, voir on la l'agave. voit bien, là. Ouais, d'accord, mais on voit pas le pied. T'as pas mais pris ça le va pied. venir. D'accord. Patience. Et, Il est critique, il est critique. et du coup, cette plante qui fait, voilà, là, tu vois, là où tu peux te piquer l'œil, là, ça aurait pu être dangereux. Heureusement que tu as des lunettes. Oui. hein. Une caméra entre les Voilà. deux aussi, ça C'est aide. vrai, on voit quand même que la hampe florale est très grande grâce à ces images exceptionnelles Oh là là. tournées par Je savais que j'aurais pas dû dire que c'était moi. Oh là, Annelise, mais Et le quelles début images. de floraison. Voilà, c'est ça. Tu sais faire le zoom et tout. Ouais. Et, et du coup, Chacun. Son zoom. Ouais, c'est très facile en fait, je vous montrerai un jour. et du coup voilà, donc la plante, elle met quand même 40 ans avant de fleurir. Elle fait que 1,50 m, 2 mètres Oui. de haut. Et elle va faire cette grande hampe florale. Donc pendant 40 ans, elle se charge, elle se charge, elle se charge. Et puis au bout de 40 ans, elle fait cette immense hampe florale et à la fin, elle meurt. Enfin, juste après, elle Voilà. meurt. Quoi. Donc les plantes qui fleurissent qu'une C'est fois son dans leur but vie. là dans la vie, c'est de Exactement. donner ces fleurs-là. Voilà, exactement. Bah, c'est le but de pas mal de plantes et d'animaux Oui. dans la vie, Et après, de tu se oui, non, mais là, reproduire. après, Mais là, elle fait qu'une fois. On dit Ouais. qu'elle est monocarpique, donc elle fait une seule fois des fruits. voilà, monocarpique, ça peut être joli à placer dans Ah, un, ouais, ça dans peut être un ça. livre. Ça peut être intéressant. Ça peut ouais. être un défi. Une Une fois challenge. en 40 ans. Hein. Donc Voilà. effectivement, c'est comme un bon polar. Elle fleurit et elle meurt. Voilà, ça peut être, ça peut être C'est une bonne exactement histoire, ça. je pense, avec l'agave. Et Et sinon, quand on pense agave, on pense aussi sirop d'agave, des choses comme ça. Ça se voilà, commercialise c'est ça, un peu. voilà, ça. Donc qu'est-ce qu'on fait avant le sirop, sachant que tu es pressé avec le sirop là? Est-ce qu'on fait avec les feuilles? On fait des fibres. Ouais. Du coup, par exemple, je sais pas, au Maroc, ils appelaient ça soie végétale. Je prenais jamais ce que c'était. En fait, c'est des fibres d'agave autour des champs. Ils cultivent des agaves. Elle vient pas de là-bas, mais ils en cultivent autour des champs. Ça fait barbelé, très bien. Mhm. Et en plus, du coup, ils prennent à l'intérieur des feuilles. Ça fait des fibres très blanches. Et du coup, dans les robes, tout ça, ce qui est brillant, c'est des fibres d'agave. Oh.
La tige de fleurs, elle meurt. Mais le meurtrier, à la fin, peut s'en servir pour faire le toit de sa maison. On s'en sert comme poutre quand même, tellement c'est solide. Ah oui, quand même. Ouais, ça. Et après avoir tué, évidemment, pour oublier, il y a donc un petit breuvage. Eux, ils faisaient que le pulqué, c'était à 6 degrés comme le cidre. Et là, ils font autre chose. Alors maintenant, comme la loi E20, n'est-ce pas, a rétréci et est devenue la loi 20, n'est-ce pas, on peut... Non, nous ne boirons pas. Voilà, c'est voilà, ça. nous allons respecter la loi Voilà, E20, mais même si elle a ça, on l'a changé. fait, voilà, donc tu vas deviner On va que à l'odeur. sentir. Que à l'odeur. Voilà, alcool américain, Voilà. donc Qui s'appelle le tequila. Voilà. Oh là là, tequila. Donc Voilà. cette plante donne ça. Et voilà, donc la plante, en fait, c'est à C'est partir de la... tentant, mais non, cette nous ne le ferons go- pas. Non. Non. Elle va résister. Pour sa dernière, Romaric a ramené quand même de l'alcool sur le plateau, il est très content. Hein il nous reste quelques secondes, Et ben Romaric. donc du coup, c'est dans cette grande tige qui sert à faire la fleur qu'on l'extrait le jus qui est plein de sucre. Donc si on le distille tranquillement, ça fait juste une sorte de cidre pulqué à 6 degrés. C'est ce que connaissaient que les Américains avant. Et l'Européen est arrivé, ça a bien et ça a mal. Il a dit mais t'as qu'à le distiller, ça va être encore meilleur. Et du coup, la tequila a été créée par les Européens et donc c'est toujours pas une boisson très bue là-bas. D'accord. Mais Eh plutôt ben, une boisson d'Européens qui aiment se shooter vite. voilà, c'est ça. Le C'est tequila, beau hop, comme shot. dernier mot. Merci beaucoup, Romaric, et puis on vous souhaite d'excellentes vacances, hein, puisqu'on ne vous reverra pas. Ah bah, Et on bah, se donne c'est juste ça, au rendez-vous travail. à la rentrée. Merci aussi à Samuel Delage d'avoir été avec nous. Puis on attend le prochain roman avec La Gave dedans et la journaliste locale. Voilà, hein. la gaffe mortelle. Voilà. C'est tout un titre ensemble. on Ça devrait y peut être pas arriver. mal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Nantes.